Pour cette deuxième partie de l'après-midi, il y aura 3 conférences en format court, des conférences d'à peu près une vingtaine de minutes, plus une courte période de questions. La première présentation sera faite par Francis Donati-Daou, qui est enseignant-chercheur et rattaché au département de technologie minérale ainsi qu'à l'Observatoire national de l'amiante, tous deux au Cégep de Thetford. Et merci, vous êtes accompagné de vos étudiants, ce que l'on m'a dit. Donc, Francis Donati-Daou, il est passionné de sciences, ingénieur en géologie, diplômé de l'Université Laval et enseignant depuis plus de 14 ans au Cégep de Thetford. Et il travaille aussi comme chercheur au sein de l'Observatoire national de l'amiante, qui est, on en parlait tout à l'heure, un peu une particularité d'avoir une organisation de recherche au sein d'un collège au Québec. L'expertise de Francis Donati-Daou touche principalement les domaines de l'hydrogéologie, le traitement des données géoscientifiques et l'environnement minier. Si l'exploitation de l'amiante est bien connue à Thetford et à Val-des-Sources, qu'en est-il du reste du territoire québécois? C'est le sujet que notre conférencier va aborder. Il va nous présenter sa démarche qui vise à cartographier la présence naturelle d'amiante dans le socle rocheux du Québec à l'aide de 2 systèmes d'information géographique, QGIS et ArcGIS Online. Le traitement et la modélisation des données ont permis la production d'une série de cartes thématiques et la mise en ligne d'une application web interactive pour la diffusion des résultats. Une approche qui allie rigueur scientifique et utilité publique. Donc, mon homonyme Francis, je t'invite à venir me rejoindre et à prendre la parole pour les prochaines minutes. Merci beaucoup, Francis. Ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous ici aujourd'hui. Quand je reviens à l'Université Laval, j'ai l'impression de revenir un peu à la maison. Je suis bien à l'aise ici, à tel point j'ai pensé venir représenter en pyjama. Trêve de plaisanterie. Alors voilà, je vous présente aujourd'hui ma démarche, donc qui m'a pris près d'1 an et demi pour cartographier en réalité l'ensemble du territoire québécois relativement à l'amiante naturelle. Un petit mot sur l'amiante, c'est quoi? À une certaine époque, l'amiante était une industrie florissante au Québec, et c'est plus le cas aujourd'hui. Peut-être quelques petits rappels à cet effet. Qu'est-ce que l'amiante? Je vous présente essentiellement la méthodologie de la recherche aujourd'hui, qui est inspirée du BRGM, donc le Bureau de recherche géologique et minière en France. Cette méthodologie qui a été adaptée au contexte québécois. Et bien sûr, je vous présente le résultat, les différentes cartes que j'ai pu produire. Alors, les objectifs du projet. Pourquoi cartographier l'amiante? En réalité, ça répond à un réel besoin. Certaines instances gouvernementales doivent faire appliquer des règlements relativement à la présence d'amiante. Et entre autres, dans les sols, ça peut devenir complexe quand il y a des travaux. S'il y a présence d'amiante, les sols doivent être gérés de telle façon et disposés de la bonne façon, ce qui peut poser à la fois un problème logistique et environnemental, énormément de transport par camion lorsqu'on retrouve de l'amiante, alors que les sols doivent être disposés dans des sites d'enfouissement ou dans des lieux autorisés, entre autres dans la région de Thetford. Pour vous donner des exemples, j'ai vu des camions qui arrivaient du Bas-Saint-Laurent et qui devaient venir porter des sols qui contenaient de l'amiante jusqu'à Thetford Mines. Donc ça pollue énormément, ça sollicite énormément de ressources. Alors il y a réellement une question à cet effet-là. Où peut-on trouver concrètement de l'amiante au Québec dans le sous-sol québécois? Alors on a développé une méthodologie propre à notre contexte géologique ici, et un outil cartographique qui est consultable par tout un chacun, là, qui est publié en ligne.
Je vais passer rapidement ici. En chiffres, c'est tout simplement pour dire qu'on a travaillé longtemps et fort parce qu'on a analysé beaucoup de données, on a produit beaucoup de données et donc seulement pour nommer quelques lignes ici, là, donc on a analysé la géologie de 208 anciens gîtes et indices d'amiante. Donc on a étudié en profondeur ces sites-là et la base de données géologiques au Québec qui a été utilisée, qui provient du ministère des Ressources naturelles, contenait 135 000 entités géologiques là, qui devaient être classées selon leur susceptibilité à présenter de l'amiante. Alors, qu'est-ce que l'amiante? Ce sont des minéraux à habitus fibreux qui présentent une certaine dangerosité au point de vue de la santé, surtout pour le système respiratoire. Les roches que vous voyez là contiennent de l'amiante. Celle que vous voyez en haut, c'est une serpentine qui contient des fibres d'amiante chrysotile, donc la série de roches vertes que vous voyez en haut. L'amiante chrysotile, c'est le seul type d'amiante qui a été exploité au Québec. Mais on retrouve d'autres types d'amiante au Québec. Celui que vous voyez au milieu, c'est de l'amiante amosite, de l'amiante brune, et en bas, complètement, l'amiante bleue, qui est de l'amiante crocidolite. Alors, les types d'amiante, on en retrouve 6 en réalité. Un type d'amiante qui est le chrysotile, qui est du groupe minéralogique des serpentines. Et on retrouve 5 types d'amiante qui comptent parmi le groupe minéralogique des amphiboles. Alors, l'amosite, le trémolite, le crocidolite, l'actinolite et l'anthophilite. Une petite différence entre les deux groupes d'amiante. Alors, à gauche, vous avez le groupe des serpentines qui se développe sous forme de feuillets de tétraèdre de silicate. Donc, ces feuillets vont s'enrouler sur eux-mêmes. Donc, ça, c'est l'amiante chrysotile que vous voyez en microscopie électronique à balayage à droite sur l'image C, donc la troisième image. On voit que c'est une amiante qui est un peu plus frisée, donc qui a une forme un peu plus différente des autres amiantes amphiboles qui sont beaucoup plus droites. Donc les images D à H ici, donc les dernières images au microscope électronique à balayage. Et le consensus scientifique veut que les amiantes amphiboles sont un peu plus dangereuses pour la santé que l'amiante chrysotile. Mais tout de même, j'ai tâché de représenter tous ces types d'amiantes-là dans ma cartographie. Comme l'ont fait différentes juridictions, là, par exemple la France et aux États-Unis aussi, cette démarche-là elle a été faite. Et le BRGM, lui, a cartographié département par département. Donc, ici, vous avez la cartographie du département de l'Isère. Et de la même façon qu'on a procédé. Alors, les zones sont classifiées là, de susceptibilité faible à nulle jusqu'à une susceptibilité plus élevée de retrouver de l'amiante naturelle dans la roche. Le BRGM a considéré 3 critères pour cartographier cet aléa. Donc, la lithologie, la minéralogie et l'intensité, le type de déformation, c'est-à-dire le métamorphisme. Pour nous, au Québec, on a un contexte un peu différent. On a un contexte géologique différent, on a une histoire géologique qui est bien différente, alors on a adapté. Et on a une histoire économique d'exploitation minière qui était très différente aussi. Comparativement à la France où il n'y a pas eu d'exploitation soutenue de l'amiante, sauf en Corse. Au Québec, on a eu une 50aine de mines d'amiante qui ont exploité du chrysotile. Alors, j'ai intégré ces informations-là au modèle qui était proposé par le BRGM. Donc, ça nous donne en réalité 4 critères. Donc, les indices et les gîtes d'amiante, la lithologie, donc le type de roche, la minéralogie, le type de minéraux et les structures. Donc, à défaut d'avoir une information complète par rapport au métamorphisme, donc cette information-là était un peu disparate à l'échelle du Québec, le territoire québécois étant très grand, là,
Les zones au nord, du point de vue métamorphisme, étaient un peu plus mal cartographiées. J'avais pas une donnée uniforme à l'échelle québécoise. Alors, plutôt que d'intégrer des données sur le métamorphisme, on s'est attardé, on a remplacé un peu ce critère-là par un critère structural, donc la présence de failles. Ici, c'est écrit petit, j'en conviens, je ne vous ferai pas la lecture de tout ça. C'est seulement pour vous dire que à toutes les étapes du projet, on a enregistré effectivement toute la procédure. Donc, c'est-à-dire toutes les shapefiles qu'on a utilisés, bon, ils sont identifiés dans ces schémas-là. On a 4 pages de schéma comme ça, qui identifient exactement quel type de shapefile a été traité, avec quel algorithme sur QGIS, et les shapefiles qui ont été produits, quel nom ils ont. Le but, en fait, de ça, c'était d'avoir une démarche qui peut être révisée en tout temps et qui peut être tout à fait reproductible et répétable. Donc, c'était très important pour nous d'avoir une démarche qui était très rigoureuse. Donc, on a vraiment listé exactement toutes les étapes de traitement de données de cette façon-là. C'est intégré dans mon rapport. Et ici, c'est un schéma là, de discrétisation des données. Donc, comment on a fait pour dire, ben cette région-là est élevée, c'est une région à susceptibilité élevée, cette région-là, c'est à susceptibilité faible. Alors, dans certains cas, dès qu'on avait un certain événement qui arrivait, ben on va le classifier automatiquement en catégorie élevée. Donc, par exemple, la première ligne en haut, donc si j'étais à l'intérieur d'une région d'influence d'un gîte ou d'un indice, ou à même un site minier qui exploitait de l'amiante, on tombait automatiquement dans une susceptibilité élevée. Ensuite de ça, si j'étais dans une géologie qui est typiquement reconnue pour contenir de l'amiante, on tombait automatiquement dans élevé. Si la description minéralogique mentionnait de l'anthophilite ou de la trémolite, donc les minéraux amiantifères, ben, je classais automatiquement cette zone-là comme étant à susceptibilité élevée. Et ainsi de suite pour tous les critères, donc jusqu'aux failles. Et éventuellement, on se retrouvait avec la balance des zones géologiques où la classification s'est faite selon la pondération. Alors, en additionnant les 4 critères, là, avec les 4 couches d'information, on a pu classifier le reste du territoire. Je vous montre un peu plus concrètement chacun des paramètres analysés. Alors, premier constat, lors de l'analyse des indices et gîtes d'amiante, vous voyez à gauche sur le territoire québécois, la première hypothèse, c'est qu'on avait des gîtes et indices dans la région des Appalaches, qui est celle qui a été la plus dynamique là, par rapport à l'industrie minière. Mais le premier constat est qu'il y a certains petits nuages de points à l'extérieur des Appalaches. Donc, entre autres, en Outaouais, en Abitibi, dans la région de Chibougamau, dans la région de Shefferville, puis au grand nord du Québec, dans la fosse du Labrador aussi. Donc, forcément, il y a plusieurs contextes géologiques au Québec qui ont participé à la présence d'amiante dans notre géologie. On a analysé chacun de ces gîtes et indices-là, donc en analysant les fiches de gîtes fournies par le ministère. Puis dans ces fiches, on y décrit la dimension du gisement comme tel ou de la dimension de l'indice en mètres ou en kilomètres. Puis on a créé une couche d'informations ponctuelle à l'échelle. Donc ici, vous voyez la Beauce, la région d'East-Broughton et la région de la Beauce dans Chaudière-Appalaches. Et chacune de ces pastilles-là a été dessinée à l'échelle et intégrée là, sous forme de shapefile polygone éventuellement. Par la suite, pour le deuxième critère, les lithologies, le type de roche, on n'a pas exactement les mêmes types de roches qu'en France. Bien sûr, c'était notre modèle, mais on a adapté. Alors, toute la liste des types de roches qui sont associés
aux indices et aux gîtes. Donc, ça a été une première étape. Alors, on savait que ces indices et ces gîtes-là étaient dans des régions où il y a plus de chrysotyles ou d'autres types d'amphiboles. Et on a validé donc la nature des roches qui étaient autour de ces indices-là pour améliorer en quelque sorte la liste des lithologies qui devaient être considérées là, comme étant susceptibles de présenter du chrysotile ou d'autres types d'amiante. Ça ici, c'est un extrait là, d'un tableau Excel là, qui faisait la liste de toutes les lithologies retenues à gauche. Donc, on a retenu 58 lithologies, là, si je me rappelle bien, oui, c'est bien ça, 58 lithologies, 58 types de roches, 58 types de roches qui ont été donc classifiés et pondérés. Ceux-là que vous voyez à l'écran, ce sont des roches qui sont très peu susceptibles de contenir de l'amiante, mais qui peuvent être associées à d'autres roches qui, elles, sont susceptibles d'en contenir, alors sont classées plutôt très faibles. On a construit une expression de recherche là, pour rechercher dans les tables attributaires le mot exact là, qui correspondait à l'expression recherchée là, par rapport au type de roche. Et on a combiné toutes ces expressions-là pour trouver l'ensemble des roches qui étaient très faibles, moyennes et élevées, donc à susceptibilité élevée. Donc le résultat, c'est une première couche d'information. En fait, une seconde, parce que la première, c'était les indices et les gîtes. Ça, c'est la seconde couche d'information. Bien entendu, on voit le contact dans le milieu des Appalaches, là, qui est relié à des péridotites serpentinisés, à des roches qui contiennent et qui ont été exploitées beaucoup là, par le passé. Mais on voit aussi qu'il semble avoir un deuxième contexte géologique qui ressort au nord du fleuve, donc dans la province géologique du Grenville. On a fait la même démarche pour la minéralogie. Alors, on a utilisé des termes, cette fois-ci, pas qui décrit des roches comme telles, mais qui décrit spécifiquement les minéraux. Alors, bien sûr, ici, tous les minéraux qui sont intimement liés à l'amiante, donc vous voyez sur la liste ici à gauche, là, chrysotile, amosite. Donc, si on décrivait exactement l'amiante dans la description géologique, on classifiait automatiquement ces zones-là comme étant une pondération de 10 sur 10. Donc, plusieurs dizaines de minéraux comme ça qui ont été retenus et classifiés pour obtenir au final une autre couche d'information minéralogique cette fois. Donc, qui confirme qu'au nord du fleuve, dans les Laurentides, on a des roches qui peuvent contenir, après une recherche un petit peu plus poussée, là, entre 10 à 20% de trémolite ou d'actinolite dans certains secteurs. Donc, dans la région de Mont-Tremblant, Mont-Laurier, au nord aussi de l'Outaouais, là, il y a plusieurs zones qui ressortaient comme étant à susceptibilité élevée. Dernière couche d'informations traitée, c'était les failles, donc les failles géologiques. À l'aide de la couche d'indices et de gîtes, on a pu extraire les failles qui étaient à proximité, donc d'un shapefile de failles qui couvrait l'ensemble du Québec. Là, il y en a des milliers. Et donc, on a pu faire ressortir ces failles-là qui étaient reliées à un contexte là, de formation du chrysotile, donc de la serpentinisation, là, donc la réaction métamorphique qui vient créer un peu le chrysotile. Puis on a fait ressortir ces failles-là, et avec une petite analyse géostatistique, on a regardé la distribution, la distance entre ces failles-là et les gîtes. Donc, pour pouvoir créer une zonation, donc pour pouvoir établir un peu là, une zone à susceptibilité élevée à proximité des failles. Puis on a constaté que vraiment à quelques centaines de mètres, là, quelques dizaines de mètres même, l'ensemble des gîtes et indices étaient situés à très grande proximité de ces failles-là.
Et on a appliqué des quintiles pour faire des classes de valeurs et pour créer la couche shapefile suivante. Donc, ce sont les failles qui sont vraiment associées à un contexte de présence d'amiante. Puis on a une zonation, là. Plus on se distance des failles, moins la probabilité est grande de retrouver du chrysotile. Accessoirement, on a fait un petit traitement de données avec des données LIDAR et des données de photographie aérienne pour tracer le contour des sites miniers. Puis c'était bien la première présentation aujourd'hui. Alors effectivement, je n'ai pas retrouvé plusieurs sites miniers. Il y a plusieurs sites miniers qui sont disparus que je n'ai pas réussi à retrouver. Peut-être qu'avec l'application en mode intelligence artificielle, j'aurais pu retrouver ces sites-là. Mais il y a 42 des 48 sites miniers qui ont été cartographiés et inclus à la carte. Mais il y en a 6 qui ont été impossibles à retrouver. Certaines petites mines vraiment très très petites qui sont complètement envahies maintenant par la végétation. C'est une bonne chose là, que la végétation soit revenue. Mais même sur les données LIDAR, j'avais du mal à trouver ces sites-là avec des coordonnées qui étaient très approximatives. Donc, ce résultat-là est accessoire. Il n'a pas été inclus au calcul de la susceptibilité de présence d'amiante. Je ne voulais pas créer une redondance des données là, parce que déjà au niveau des indices et des gîtes, l'information était déjà compilée dans le modèle. Mais je trouvais intéressant de localiser là, les sites miniers d'amiante sur la carte. Alors pour le résultat final, c'est une combinaison pondérée de toutes ces 4 couches d'informations-là, incluant les indices et les gîtes en haut, à gauche la minéralogie, les failles et la lithologie. Puis le résultat final, c'est un shapefile tout simplement à l'échelle du Québec, qui présente un degré plus ou moins susceptible de présenter de l'amiante. Si on fait un petit zoom sur la section plus au sud, alors on voit qu'il y a certaines zones qui sont un petit peu plus inusitées. Il n'y a pas eu d'exploitation soutenue d'amiante dans le secteur des Hautes-Laurentides. Il y a eu une mine dans les Laurentides, mais qui était beaucoup plus au sud que ça. Ici, on le voit un peu moins bien. D'ailleurs, sur les cartes que j'ai amenées aussi derrière, on le voit un peu moins bien. Mais divers secteurs en Abitibi, dans le Bas-Saint-Laurent, jusqu'en Gaspésie, qui ressortent aussi. Dans le secteur de Chibougamau, ça ressort. Ici, c'est une sélection seulement des zones élevées. Puis c'est ces zones-là là, qui devraient faire l'objet d'une surveillance accrue s'il y a des travaux majeurs. Donc, les autres zones, c'est plutôt improbable là, de retrouver de l'amiante, même si ce n'est pas impossible. Ici, on devrait s'attarder, à mon avis, vraiment aux zones à susceptibilité élevée là, dans cette cartographie. Donc, le résultat a été publié sous forme de cartes format traceur en PDF qui vont être intégrées au CGOM. Donc, pour couvrir l'ensemble du territoire québécois. Et aussi, on a produit une application web pour aller consulter des données en tout temps sur téléphone, tablette, ordinateur. C'est un outil qui peut être pratique pour certains travailleurs de la construction ou des gens en ingénierie. Alors, tout ça est présenté là, sur le site de l'observatoire amiante.ca et vous pouvez accéder à la cartographie et à la méthodologie. Donc, voilà, ça fait le tour. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour cet univers de l'amiante qu'on connaît moins. On a le temps pour quelques questions pour Francis. Le micro est ici. Oui. Benoît.
Benoît Lalonde, je suis au département de géographie de l'université. Merci pour la présentation. Je connais absolument rien en géologie, mais j'ai une question par rapport à la validité de la carte. Est-ce que les données, je comprends ici que c'est un niveau de risque que vous estimez, un niveau de susceptibilité de présence d'amiante. Comment la cartographie a été validée? Bon, dans notre méthodologie, en fait, il y a plusieurs étapes là-dedans. Là. C'est quand même assez complexe à répondre. J'ai demandé de l'aide d'un ancien collègue et ancien prof de l'université qui a validé la pondération des lithologies. Donc, à savoir, parce qu'on a eu des nouvelles lithologies qui sont apparues, là, qui n'étaient pas pondérées, donc qui n'existaient pas dans le modèle français. Ça, c'est une part. Ensuite de ça, de la façon qu'on a travaillé concrètement en faisant notre projet cartographique, on a travaillé en parallèle 2 personnes. Alors moi, j'ai réalisé la procédure pour faire la classification et j'avais une deuxième personne qui faisait, à certains moments là, durant la procédure, qui faisait exactement la même chose que moi, puis on a recoupé les données. Donc, en recoupant les données, on avait une différence de l'ordre de 2 à 3 là, pour l'ensemble. Je pense qu'on a un résultat qui est quand même assez fiable. Puis on a fait 4 versions aussi. Là. Donc ça, c'est la 4e version, c'est la plus détaillée, la plus travaillée. Les premières versions avec quelques petites erreurs. Celle-là, on a travaillé 6 mois à la validation des données, puis à la reclassification en fonction de différentes... Pas de croisement avec des données prises sur le terrain nécessairement. Non, parce que... Ou avec des sites qui ont déjà été exploités. J'ai pas fait de validation terrain. Puis effectivement, j'ai coupé court, là. J'avais une petite conclusion. Je voulais pas m'éterniser parce que je voulais respecter le temps qu'on m'avait accordé. Mais ici, le deuxième paragraphe là, en bas, là, la validation de l'habitus et de la morphologie des minéraux devrait être effectuée sur le terrain pour affiner les résultats de la recherche. C'est-à-dire que je ne suis pas allé valider concrètement est-ce que l'actinolite qui est décrite dans les bases de données, est-ce qu'elle est sous forme fibreuse? Elle peut être aussi sous forme massive. Mais là, on parle d'un travail énorme à l'échelle québécoise de retourner valider spécifiquement si certains minéraux sont sous forme fibreuse ou pas. Je ne suis pas sûr qu'on va être capable d'aller jusque-là. Mais c'est l'information la plus juste qu'on pouvait présenter avec les informations qu'on avait. Merci à vous. Merci beaucoup. J'en aurais une aussi. Oui. Allez, Suzy, puis... Est-ce que ta carte, est-ce que tu peux différencier les types d'amiante aussi? Non, puis d'un point de vue réglementaire, l'amiante tout type d'amiante est confondu, c'est-à-dire que si c'est une roche ou un sol qui contient de l'amiante, ben c'est pour ça que j'ai pas fait la distinction des différents types dans la carte. Par contre, ben, sur la carte en ligne, si on clique sur les zones géologiques, on peut aller voir une description. Puis là, ben, si c'est spécifiquement écrit gneiss anthophilite, ben là, on sait que le type d'amiante, c'est l'anthophilite. Puis sur tes cartes aussi, on a l'impression que c'est souvent carré, que c'est dû au feuillet, ou là, tu as moins d'informations au plus. Oui, il y a vraiment un effet de bord de carte là, qui est dû à la façon dont les géologues ont travaillé, puis le ministère des Ressources naturelles, de quelle façon il a compilé les données. Alors, oui, il y a certaines zones qui sont beaucoup moins bien cartographiées que d'autres. Et ça donne un effet là, avec des rectangles, voilà. On a une connexion d'idées, parce que j'avais la même question. 3 sur 3. Merci beaucoup, Francis. Ça nous permet, avec ta réponse, qu'on a vu tout
tout à l'heure avec Alexandre qu'il y a des technologies de captage à faible coût, mais il y a de la donnée qui coûte cher à acquérir pour valider ce type de cartographie-là qui couvre le territoire québécois en entier. Donc, merci beaucoup, Francis.